Dans la vidéo précédente, il était question de résoudre le programme économique de producteur. Donc, en résumé, c'était alors la résolution se fait en deux étapes. Première étape qui consiste à minimiser le coût qui s'écrit en fonction de L et K, les facteurs de production. Donc, les variables de décision L et K égale PK fois K plus PL fois L sous la contrainte parce que le niveau de production égale un niveau quelconque donné. Donc, comme exemple, nous avons pris une fonction de type courbe de glace la plus simple possible, K fois N. Donc, au bout de cette étape-là, nous avons trouvé K étoile et L étoile, ce qui a permis d'écrire la fonction de coût C, pas en fonction de L et K, mais plutôt en fonction de Q. Donc, je vous demande de revenir à la vidéo précédente si vous ne savez pas comment. Et puis, dans la deuxième étape, donc c'était alors maximiser le profit qui est égal à P fois Q moins CQ. Et donc, la variable de décision ici, c'est Q. Et donc, ce qui nous a permis d'avoir d'abord que la quantité qui maximise le profit est telle que P égale coût marginal. Donc, cette condition était issue des conditions de premier ordre. La condition de premier ordre, parce qu'il y a une seule condition ici. Et puis, nous avons également dit que le coût marginal est croissant, doit être croissant, pour parler d'un maximum. Donc, c'est trouvé à partir des conditions de second ordre. Donc, mais enfin, on n'est pas obligé de suivre toujours de suivre ces étapes, puisqu'on peut par exemple, dès le début, au lieu de minimiser le coût, on peut par exemple écrire la fonction de profit directement, P égale P fois Q moins, alors PK fois K plus PL fois L. Donc ça, c'est le profit. Je maximise ça sous la contrainte Q, KL égale Q bar égale K fois L. Et donc, mais là, vous voyez, il y a des variables Q, P et K, mais puisque la quantité d'output est fixée, on peut écrire, par exemple, L égale, dans cet exemple, Q bar sur K. Et on va le remplacer dans ce programme-là. Donc, on aura finalement maximum, maximisé, de pi qui dépend, là, on va voir de quoi il va dépendre. Il dépend de P, et je remplace Q par son expression. C'est tout simplement Q fois L moins PK fois K plus PL fois L. Et donc là, vous voyez, on a deux variables. Donc, le profit ici, ça va être en fonction de K et L. Je cherche K et L. Une fois trouvé K et L, on va pouvoir écrire la fonction de coût et ainsi de suite passer à la fonction de l'offre. Trouver le profit également optimal. Donc, c'était entre parenthèses. Maintenant, passons à la détermination de l'offre ou bien le programme économique du producteur, mais à court terme. Donc, ce qui différencie le court terme du long terme, c'est qu'à court terme, le capital est fixé. Donc, à court terme, contrairement à long terme, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement le capital est fixé.
Donc la seule variable, c'est L. Seule la quantité de travail qui varie. Et donc, ce qu'on a fait tout à l'heure en 2 étapes, on peut également le faire ici, mais cette fois-ci, on aura moins de variables. Donc, je répète donc on devrait chercher alors la quantité de L, qui minimise d'abord le coût, puis après, la quantité de l'output, sachant L. Et donc, le profit, ça va être tout simplement, donc là, maximiser le profit égale P fois Q moins, et là, PQ fois, plutôt PK fois K bar, c'est fixé, plus PL fois L. Sachant qu'on a, à court terme, bien sûr, on a alors que K bar L égale Q bar, et on va prendre l'exemple de tout à l'heure, donc K bar fois L. Donc on va essayer de décrire alors. Et donc finalement, ce programme, ça va être maximisé pi égale P, au lieu d'écrire Q, on va écrire alors Q bar fois L moins PK fois K bar plus PL fois L. Et donc, si vous voyez là, on a combien de variables? Pratiquement, on n'a que L qui est variable. Donc là, peut-être notre variable de décision, ça va être L tout simplement. Et donc, la dérivée de pi par rapport à L, on continue, et on va trouver finalement L étoile. Nous avons L étoile, et nous avons déjà K bar. On peut écrire le coût. Et on passe après à déterminer la quantité de l'offre en cherchant à maximiser P fois Q moins C. Donc voilà, en tout cas, à court terme, c'est pas très intéressant puisqu'elle est plus simple que le cas à long terme. Le cas de long terme, elle est plus générale que ce cas-là. Donc maintenant, après, on va passer, j'imagine, à la dernière partie qui traite les coûts. Et donc, je vais rappeler tout simplement la façon d'écrire le coût en général. Donc, le coût d'une quantité quelconque égale coût variable plus coût fixe. Donc, vous voyez qu'ici, on peut faire la différence entre le coût variable et le coût fixe. Donc, généralement, donc le coût variable, vous voyez qu'il dépend de la quantité. C'est-à-dire que l'entreprise ne commence à dépenser le coût variable que s'il commence à produire. Par contre, pour le coût fixe, vous voyez qu'il ne dépend pas de la quantité. Autrement, même si on ne produit rien, le coût fixe est différent de 0. Et là, vous pouvez le constater, si je donne CQ égale à 0, vous voyez tout de suite que coût variable de 0 plus coût fixe. Et donc ça, puisqu'il y a pas la quantité est nulle, coût variable est nul, reste alors le coût fixe. Donc, c'est ça la différence majeure entre le coût fixe et le coût variable. C'est que le coût fixe est supporté quel que soit le niveau de production. Par contre, le coût variable, elle est nulle tant qu'il n'y a pas de production. Donc, le coût, donc à partir de là, ça c'est le coût total, égale coût variable plus coût fixe. On va juste rappeler les termes. La dérivée de coût total par rapport à la quantité s'appelle tout simplement le coût marginal. Ça signifie tout simplement, c'est la contribution de la dernière unité ou d'une unité supplémentaire dans le coût total.
Après, si j'applique alors la dérivée, donc dérivée de coût marginal égale dérivée de Q par dérivée de C plutôt par rapport à Q, et c'est tout simplement également la dérivée de coût variable plus coût fixe par rapport toujours à la quantité égale dérivée de CVQ par rapport à Q plus dérivée de CF par rapport à Q. Donc vous voyez, ça c'est 0 parce que le coût fixe ne dépend pas de la quantité. Et on a, ça c'est la dérivée de coût variable du coût variable. Donc ce qu'on peut constater, que le coût marginal dérivé de CQ par rapport à Q égale la dérivée de coût variable. Puisque le coût fixe ne dépend pas de la quantité, donc sa dérivée est nulle. On peut passer après au coût moyen. Donc le coût moyen, tout simplement, c'est la contribution en moyenne, ou bien la contribution moyenne dans le coût, ou bien la contribution moyenne d'une unité. Donc c'est égal tout simplement le coût de la quantité divisé par la quantité. Comme c'était le cas par exemple pour la productivité moyenne, c'est à peu près la même logique, égale, si je me permets d'utiliser cette définition, égale le coût variable Q plus le coût fixe divisé par Q. Donc, si je développe un petit peu, le coût variable Q sur Q plus le coût fixe sur Q. Et donc ça, on l'appelle tout simplement coût variable moyen, et ça, c'est le coût fixe moyen. Donc le coût moyen égale coût variable moyen plus le coût fixe moyen. Donc on vient de voir le coût total, le coût marginal, le coût variable, le coût variable moyen, le coût fixe moyen. Alors je ne sais pas s'il reste encore c'est tout. En tout cas, si besoin, on va rappeler au fur et à mesure les expressions utilisées. Donc, relation entre coût moyen et coût marginal. Donc, coût moyen et coût marginal. Là, je rappelle comment on est là. Donc, quelle est la relation? Relation entre coût moyen et coût marginal. Donc, on n'a qu'à dériver. Donc, le coût moyen, par définition, c'est quoi? C'est tout simplement le coût variable moyen plus le coût fixe moyen. C'est également le coût total, le coût sur la quantité. Donc la dérivée de ça égale la dérivée de ça, c'est toujours par rapport à la variable Q, égale, si je dérive ça, c'est le rapport de deux fonctions. Si la dérivée de C, Q fois Q, moins
C moins CQ fois la dérivée de Q par rapport à Q divisé par Q au carré. Donc égale tout simplement la dérivée du coût total n'est que le coût marginal fois la quantité moins la dérivée de Q c'est égal à 1 moins le coût total tout simplement divisé par Q au carré. Donc je peux continuer, si je peux factoriser par rapport à Q, il reste quoi? Il reste tout simplement le coût marginal moins CQ sur Q. Donc ce qu'on peut écrire que la dérivée coût moyen égale 1 sur Q, le coût marginal moins, ça ce n'est que le coût moyen. Q n'a moins le coût moyen. Ça veut dire tout simplement l'étude de coût marginal est en fonction de le signe qui peut être dégagé de cette égalité. Donc, ça veut dire que la dérivée, quand est-ce qu'alors le coût marginal, ou plutôt le coût moyen est croissant, quand? C'est lorsque sa dérivée est positive. Ça veut dire tout ça est positif. Ça veut dire tout simplement si le coût marginal est supérieur au coût moyen. Parce que 1 sur Q est positif. Donc le signe, c'est le signe de la différence entre coût marginal et coût moyen. Le coût moyen est décroissant lorsque le coût marginal est inférieur au coût moyen. Et ainsi de suite, le coût moyen est constant lorsque le coût marginal égale le coût moyen. Donc le coût, ici le coût marginal est supérieur au coût moyen. C'est-à-dire le coût marginal, on va voir ça plus tard, se situe au-dessus du coût moyen. Il correspond au rendement d'échelle décroissant. Ici, il correspond au rendement d'échelle croissant et ici, bien sûr, rendement d'échelle constant. Donc, pour plus de précision, tout est expliqué là. Arrivons maintenant aux différentes courbes de coûts. Donc là, par exemple, si je vous présente cette courbe-là, cette courbe ne peut être que le coût fixe puisque ça ne passe pas par l'origine, c'est-à-dire il est constant tout le temps, quelle que soit la quantité de production. Donc, ça, c'est plutôt le coût variable. L'input est donc la quantité Q ici. Si la quantité d'output est nulle, alors le coût est nul. Donc là, sur l'axe, sur cet axe, ce sont les différents coûts, et C, c'est plutôt l'axe pour les quantités. Donc là, nous avons déjà vu pour le coût fixe, c'est-à-dire que quelle que soit la quantité produite, le coût fixe il est tout le temps le même, et c'est égal à 12 dans cet exemple. Le coût variable, par contre, ça varie, plus la quantité augmente, plus le coût augmente et il prend la forme de S. Donc on voit là quelque part ici un point d'inflexion, c'est que le coût augmente, mais il n'augmente pas de la même façon. Donc si je veux faire la somme
de coût fixe plus coût variable. Donc, c'est la courbe, ça sera plutôt coût fixe plus coût variable, c'est le coût total. Et donc, le coût total n'est que la translation de cette courbe de coût variable, mais à partir de ce point-là. C'est ce qu'on va voir là. Mais c'était pas très bien fait, il fallait faire comme ça, il fallait que ça passe par là. C'est pas tellement bien fait, mais bon, vous voyez là, c'est une translation. Ça, ça s'appelle plutôt la courbe en rouge, c'est la courbe de coût total. On continue. Cette courbe de coût ne peut être que la courbe de coût moyen. Pourquoi? Parce que plus la quantité tend vers zéro, plus le coût moyen est très élevé. C'est tout simplement, on peut par exemple l'expliquer par un exemple. Imaginons qu'une entreprise qui commence à produire, euh, le coût de la production de la première unité elle est énorme. Et au fur et à mesure qu'ils produisent plus d'unités, le coût moyen va baisser jusqu'à un certain moment où il atteint son minimum et, et, et qu'après on peut voir le coût moyen augmenter. Donc la forme de coût moyen, c'est là, c'est pratiquement tout le temps, elle est asymptotique à cette taxe, et puis quelques mots ça descend jusqu'à un certain niveau, puis elle reprend. On va voir que c'est très lié à la notion de rendement marginaux, à la notion de rendement d'échelle plutôt. Donc on continue. Là, vous voyez, cette courbe ne peut être que la dérivée de cette courbe-là. Donc, ça ne peut être que le coût marginal. Donc là, le coût total a atteint un maximum ici avant de changer le signe. Donc, ce qu'on peut voir ici, puis le coût variable. Donc, on peut déjà lire les résultats de tout à l'heure. Nous avons le coût marginal et le coût moyen. Donc, lorsque le coût moyen se situe au-dessus du coût marginal, nous avons des rendements d'échelle qui sont croissants. Jusqu'à ce qu'ils se croisent là, le coût marginal égale le coût moyen, nous avons le rendement ici en ce point-là constant. Et puis, on va voir que le coût marginal devient plus important que le coût moyen, ce qui fait qu'on va commencer à avoir des rendements d'échelle qui sont décroissants. Donc, je ne vais pas rester longtemps, parce que c'est juste un rappel. Tout ça, vous l'avez vu en cours. Donc là, on va expliquer à long terme. Alors, les coûts à long terme. Donc, à long terme, tous les facteurs deviennent variables. Et, et donc, la courbe de coût de long terme n'est que l'enveloppe des courbes de court terme, ou juxtaposition des coûts de court terme. Donc là, par exemple, si je prends cet exemple, on va voir que le coût il est plus élevé au début, on parle de coût moyen, et puis au fur et à mesure, elle va baisser, plus on produit, plus ça baisse, et donc à ce niveau-là, on aura des rendements d'échelle qui sont croissants. À ce niveau-là, on aura des rendements d'échelle décroissants, et puis des rendements d'échelle croissants, comme on l'a déjà vu
pour le graphique, pour la courbe verte, ou la courbe en vert en tout cas. Donc la même chose ici, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, quand il commence à avoir des rendements d'échelle croissants, il va essayer d'innover, d'élargir, de changer sa technologie tout simplement, soit un changement radical, soit un changement, c'est-à-dire incrémental. Et, et donc, ce qui va permettre à l'entreprise, même avec l'ancienne technologie, on a ici le rendement d'échelle devient décroissant, mais grâce à l'innovation, grâce par exemple au changement de la technologie, on va pouvoir avoir encore plus le coût qui va encore moyen va descendre jusqu'à à ce point-là. Et entre ces deux points-là, on aura toujours un rendement d'échelle croissant. Alors à partir de ce point-là, on aura un rendement d'échelle qui est décroissant, mais à partir de ce point-là, l'entreprise a intérêt à changer, si vous voulez, sa technologie. Elle ne peut plus avoir des rendements d'échelle euh, croissants. Donc, il va changer. Donc, comment il va introduire également d'autres innovations et ainsi de suite, hein, jusqu'à. Donc, ce sont des coûts de court terme. Donc, le coût de long terme n'est que alors l'enveloppe de ces coûts. Et donc, ce qu'on peut voir ici sur ce graphique. Là, vous avez tout le coût. Et donc, là, on peut avoir déjà le coût qui descend, ce qui fait qu'on aura des rendements croissants, puis là, constants, puis les rendements deviennent décroissants. Donc, coût moyen et rendement d'échelle, ça, on a déjà eu l'occasion de voir ça. Donc, c'est pas la peine d'expliquer ce point-là. Par contre, on va voir maintenant alors, à la fonction d'offre. La fonction d'offre. Donc, si vous voulez, la fonction d'offre. Donc, si vous vous rappelez de la deuxième étape, donc on a déjà minimisé le coût pour trouver K étoile et L étoile. Et dans la deuxième étape, c'était maximiser pi de Q égale P fois Q moins CQ. Donc la variable de décision, c'est Q. Donc il fallait trouver alors quelle est la quantité d'output. Donc à partir de conditions de premier ordre, CPO, on a trouvé tout simplement que la dérivée de pi par rapport à Q égale à 0 nous donne tout simplement que le producteur maximise son profit lorsque le prix égale coût marginal de la quantité. Et que, alors si on continue, si je dérive une deuxième fois, on va trouver que la dérivée seconde par rapport à devrait être inférieure à 0 pour parler d'un maximum, ce qui donne alors que le coût marginal doit être croissant. Donc ces deux éléments vont nous permettre de tracer la courbe de la fonction d'offre. Parce qu'il faut dire ici qu'à partir de là, puisqu'on cherche la variable de décision CQ, donc je pense qu'on peut continuer à dire que Q égale finalement, c'est le coût marginal moins 1 de P égale Q étoile. C'est la quantité à produire, on appelle également offre. Ce qu'on va essayer alors de tracer ici, donc vous avez alors
la quantité, puis P, c'est l'offre inverse. Donc, si je prends la fonction de coût marginal, elle est normalement décroissant, elle est décroissant, puis après, donc ça c'est le coût marginal. Pour passer le coût marginal à la fonction d'offre, il faut bien préciser que finalement, le coût marginal égale l'offre. Mais, donc finalement, le coût marginal, la courbe de coût marginal, c'est la courbe de l'offre. Mais si on regarde la deuxième condition, il faut ne prendre que la partie où on a le coût marginal est croissant. Donc là, c'est le minimum. Et donc, toute cette partie à enlever et le coût marginal devient offre tout simplement. Et donc, ce point-là, le minimum de coût marginal, correspond au seuil de fermeture. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut produire, ne peut offrir que si le prix de vente, le prix d'équilibre, est supérieur ou égal au seuil de fermeture. C'est-à-dire, si le prix est là, il n'y a pas de production. Donc, c'est pour ça que alors, la courbe de la fonction d'offre, c'est exactement la courbe de coût marginal pour la partie où le coût marginal est croissant. Sinon, elle est nulle. Donc, si la quantité est inférieure à cette quantité, alors la production est nulle, c'est-à-dire l'entreprise ferme. D'où alors le seuil de fermeture. Donc, seuil de fermeture, finalement, n'est que donc le profit, alors, le profit égale tout simplement P fois Q moins le coût égale une autre fois P fois Q moins le coût variable moins le coût fixe. Donc, ça c'est pour. Donc, le profit, lorsque la quantité égale à 0, s'il ne produit pas, on aura quoi? On aura tout simplement ça, c'est 0. Et ça, c'est également 0. Reste. Donc, si pas de production, le profit égale moins le coût fixe. C'est-à-dire l'entreprise préfère perdre le coût fixe plutôt que de produire parce qu'il ne va pas réaliser des profits intéressants. C'est pour ça qu'on appelle alors ce coût irrécupérable. C'est le coût irrécupérable. Donc le seuil de fermeture à partir duquel l'entreprise, ou bien au-dessous duquel l'entreprise n'a pas intérêt à produire, elle préfère produire, c'est tout simplement le minimum de coût variable moyen. Tout est expliqué dans le cours. Par contre, l'entreprise parfois, donc si je veux reproduire alors le graphique, ou sinon je vais alors le chercher ici, est plus clair. Alors, donc la fonction d'offre, vous avez l'offre inverse et correspond tout simplement au coût marginal. Il faut ajouter un morceau ici qu'on ne voit pas. Et
Et donc, le minimum, ça correspond au PF, c'est-à-dire le seuil de fermeture. Et il est le minimum de coût variable moyen. Donc, l'entreprise ne produit rien tant que le prix n'est pas égal ou supérieur au seuil de fermeture, c'est-à-dire PF. Donc là, la partie, donc cette partie plus cette partie forment la courbe de l'offre. Donc ici, le profit devrait être, s'il ne produit pas comme je viens de le démontrer, le profit égal à moins CF, c'est-à-dire l'entreprise perd tout simplement le coût fixe. Parfois, l'entreprise peut ouvrir, c'est-à-dire ne pas fermer, c'est-à-dire produire, mais sans autant réaliser de profit. C'est cette partie, c'est là, par exemple, entre, donc là, le PR, c'est le seuil de rentabilité, c'est le minimum de seuil de rentabilité, au PR comme je l'appelle ici, c'est le minimum de coût moyen. Toujours la variable. Donc l'entreprise ici préfère produire. Pourquoi? Même s'il ne réalise pas un bénéfice positif, parce qu'il préfère au moins récupérer une partie du coût variable. S'il arrive déjà à récupérer, s'il arrive déjà à récupérer les coûts variables, donc il préfère récupérer une part de coût fixe plutôt que de ne pas produire. L'idée, c'est d'amortir le coût fixe. Le coût variable, il est déjà couvert. À ce niveau-là, on voit que le minimum de coût moyen, il correspond exactement à la situation où l'entreprise couvre et les coûts fixes et les coûts variables. Au-delà, c'est-à-dire pour cette quantité-là, au-delà de cette quantité-là, on va voir que l'entreprise peut réaliser un bénéfice. Donc voilà, on peut alors diviser les prix ici, on peut parler de prix. Si le prix de marché ou le prix de vente est inférieur au seuil de fermeture, au PF, l'entreprise préfère ne pas produire et perdre le coût fixe que de produire. Si le prix de vente il est entre le seuil de rentabilité et le seuil de fermeture, l'entreprise produit malgré qu'elle ne réalise pas un bénéfice positif. Mais le produit, c'est dans l'espoir d'amortir le coût fixe, alors qu'elle a déjà récupéré le coût variable. Au-delà de seuil de fermeture, là, on va voir que l'entreprise va récupérer et le coût fixe et le coût variable et commence à dégager des profits. Voilà en gros le rappel pour ce cours de microéconomie partie comportement de producteur. Donc j'ai laissé la notion de surplus pour le faire lorsqu'on va étudier le marché. Voilà, merci.